Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, ce 57e épisode de l'Histoire du Bitcoin et le premier de cette belle année 2023. Alors ce soir, on a plusieurs choses de prévues. On va sûrement commencer par Nostr, dont on avait déjà parlé plusieurs fois, mais on va dire, il y a eu un grand engouement pour Nostr dans ces dernières semaines. Ensuite, on va passer sur une petite discussion sur Bitcoin et l'héritage, notamment avec Kevin et Antoine qui vont nous présenter le nouveau produit de Wizard Sardine et de Revolt, Diana, du coup, ça s'appelle. Et enfin, le dernier sujet, c'est plus un sujet libre. On va parler un peu de toutes les news diverses qui se sont passées. Et du coup, vous pourrez intervenir et proposer vos news, quoi. Ça va à tout le monde? Bonne année tout le monde! Bonne année. Mais yes, c'est nickel, vas-y, tu peux nous expliquer c'est quoi Noster, vu que je pense que, comme beaucoup de gens, ils sont perdus les viewers. Donc fais de ton mieux, vas-y. John, il te coupera après. Alors, Nostr. Nostr, c'est déjà l'acronyme, c'est Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Donc, en gros, des notes et autres choses qui sont transmises par des relais. Et c'est un nouveau protocole sur Internet qui a été principalement développé par Fiatjaf, qui est un développeur assez connu qui travaille sur pas mal de choses dans l'univers Bitcoin. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un truc plus ouvert, plus décentralisé pour interagir, faire des réseaux sociaux, et cetera, quoi. Et donc principalement, comment ça fonctionne? C'est que enfin il y a plusieurs acteurs dans ce protocole. Tu as les relais qui s'occupent de, sauvegarder les messages et fournir des informations aux clients. Et après, tu as les clients qui se connectent chacun à un ou plusieurs relais. Quand ils veulent poster un message, ils l'envoient tout simplement à tous ces relais. Les relais le stockent contre une rémunération ou pas, ça dépend, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et ensuite, d'autres clients peuvent venir récupérer et lire ces posts sur ces relais. Au niveau du profil, ça fonctionne tout basiquement avec des clés publiques et privées. Donc chaque clé publique est une identité. Et quand tu fais un message, tu le signes comme ça pour prouver que c'est bien toi l'auteur du message. Et du coup, chaque identité, on va dire, clé publique peut annoncer au relais, suivre telle ou telle autre clé publique. Et donc, du coup, on va dire s'abonner au nouveau message et recevoir les événements directement. Voilà un petit peu pour le résumé. Si y a des questions, n'hésitez pas. Et du coup, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est principalement parce que enfin, ça fait quand même pas mal de mois que ça existe. On a expérimenté quelques fois tout ça, mais c'était plus un truc de niche. Et il y a environ, je sais pas, 2, 3 semaines, je dirais, et ben, Jack, grâce à notre cher Coty, a fait une donation de 14 bitcoins à Fiatjaf pour le développement du protocole Nostr. 14 bitcoins, c'est assez conséquent, ça fait, je sais pas, de 250 000, 300 000 balles, enfin, au prix où ça a été à ce moment-là. Et donc, du coup, Fiatjaf s'est occupé de répartir ça en plusieurs bounties, des récompenses pour ceux qui ont déjà beaucoup travaillé dessus. Et évidemment, comme Jack est suivi par énormément de monde, le voir s'intéresser à Noster et donner et faire une donation, ça a poussé beaucoup de gens à rejoindre, tester, etc. Et voilà, voilà. Un des clients les plus utilisés, c'est Damus, qui est malheureusement iOS only pour l'instant, et qui fait, enfin, le travail accompli est fantastique, et surtout, ces 2 dernières semaines, l'évolution que ça a eu, toutes les nouvelles proposals, l'avancement sur les clients, etc., est assez fantastique. On s'y amuse bien, et en fait, il y a une grosse communauté qui est en train de se former sur Noster. Et limite, je commence à passer plus de temps sur Nostr, enfin sur Damus que sur Twitter, quoi. Et c'est très sympathique l'ambiance qu'elle a là-bas. Voilà, voilà, si vous voulez rajouter quelque chose, libre à vous, vous me posez des questions. Et si John, je vois que tu... Ah, vas-y, Roxy. Ouais, peut-être qu'avant que John parte plus dans les détails, pour les viewers, ce qu'ils voient physiquement, c'est quoi en fait? Damus, c'est comme un Twitter, mais en même temps, John, il rehost mes blog posts, il rehost la chaîne YouTube. Du coup, peut-être expliquer concrètement ce que le viewer va voir quand il utilisera Noster. Peut-être que ça peut aider à visualiser pour tous les viewers. Je sais que c'est compliqué. Bah donc, C'est toujours, ouais. toujours un peu délicat quand tu dis l'utilisateur utilise Noster. En fait, il vise un client et donc il a l'expérience de ce client. Et puis le client, donc le client, c'est une application hein, qui est basée sur Noster.
c'est toujours délicat. On dit, ouais, j'utilise Noster, etc. D'utiliser une application. C'est comme si, enfin, c'est-à-dire, j'utilise IP, par exemple, ou TCP/IP, tu vois. Ou HTTP. C'est un peu spécieux, quoi. Euh, Par contre, du coup, les clients, ils sont naturellement plus ouverts parce que le protocole l'est. Et donc, euh, lorsque tu utilises une application qui, en fait, euh, essaye de mimer le comportement plus ou moins de Twitter, donc ce que j'appelle du web social, euh, il verra vraiment une application qui ressemble plus ou moins à Twitter en plissant plus ou moins les yeux. Euh, et puis il verra en fait des posts, enfin comme des tweets en fait, et notamment ce que ton contenu de ta chaîne YouTube et de ton site, parce qu'en fait Fiatjaf il avait créé il y a quelque temps un truc qui transforme en fait les flux RSS et il les poste sur Noster et puis après tu peux les dupliquer sur d'autres relais pour qu'ils soient plus visibles parce que ce qui est un peu délicat à comprendre sur Noster, c'est que il assure pas euh, comment on appelle ça déjà? Réplication, Ouais, enfin, en fait, c'est distribution. ouais, non, la consistance, voilà, la consistance. En fait, chaque relais, en fait, fait sa propre vie. Les relais communiquent pas entre eux, et donc c'est au client de faire le job. Alors, un relais pourrait en fait le faire, mais c'est pas une caractéristique de Noster, c'est pas une caractéristique des relais. Donc, il n'y a pas de consistance. Et C'est donc, ça, c'est pas un réseau de relais en fait. C'est ça qu'il faut se voilà, mettre en tête. C'est pas un réseau de voilà. relais qui communiquent entre eux Voilà. comme pour Bitcoin par exemple. Voilà, exactement. Donc Et du vraiment, coup, si tu fais par exemple une application super utile qui poste que dans un seul relais et que tout le monde s'en fout de ton relais, bah, personne ne verra ce que tu as publié. Et quand tu mettras un lien, par exemple, de ton application, qui est un client finalement, vers tes trucs super géniaux, qui n'utilisent pas, par exemple, ton propre relais, bah, en fait, personne ne le verra, quoi. Donc, si c'est là-dessus où il faut que lorsqu'on crée une application sur Noster ou même quand on développe un client Noster, il faut quand même s'assurer qu'il y ait au moins par défaut un certain nombre de relais suffisamment pertinents, etc. En gros, Noster, les relais sont extrêmement bêtes et c'est au client qui a la charge en fait de s'assurer d'avoir suffisamment de visibilité et auprès des autres utilisateurs et autres applications. ouais. Et du coup, pour bien préciser, ça veut dire que si je veux m'abonner à John et qu'on n'a pas des relais en commun, alors je ne verrai aucun des messages des posts de John. Ouais, voilà. Tout simplement parce que mes relais n'auront pas les messages de John, parce que John aura envoyé ses messages qu'à ses relais. Exactement. Mais Donc, comme je dit dirais que ça Fiat répond à tout ta le question. monde, c'est une feature, c'est pas un bug. Oui, parce que en fait, euh, il y a eu des réseaux sociaux. Alors, Nostr au début, ouais, effectivement, c'était pensé pour des réseaux sociaux, mais en fait, on peut faire quand même d'autres choses plus sympathiques que ça. On peut faire de la prise en main à distance à travers Nostr, par exemple. On peut piloter un nœud Lightning à distance. Euh, en fait, comment dire, tenter de faire scale en fait un réseau social qui garde la consistance. On a déjà essayé de faire, on a par exemple Steam, j'aime bien en parler, qui le fait. Je crois il y a Bitcoin SV aussi qui le fait. Et en fait, ça scale pas très bien, quoi, parce que c'est beaucoup de données finalement qui sont agrégées et qui doivent être visibles en fait sur l'ensemble des nœuds. Et du coup, les nœuds ils coûtent à la fin très très cher et puis personne en host. Et du coup, le truc, il est sur le papier décentralisé et en pratique pas. Donc en fait, on a dit bon en fait, c'est pas possible d'avoir quelque chose de consistant et en même temps décentralisé. Donc en fait, on laisse un peu tomber la consistance by design et après, c'est au client de s'assurer d'avoir quelque chose d'une vue consistante. Donc, en gros, hein, j'essaie de mettre un peu des termes techniques derrière, mais c'est pour donner la philosophie de Fiat quand on dit bon vos trucs là de base de données décentralisées, ça scale pas, quoi. Ok, super. Et alors, je vais continuer de faire questions que je sais que les viewers auront. Comment on l'utilise et ça coûte combien? Donc, dans les deux sens, si tu veux être un client ou un relais, un nœud, on sait le prix que ça coûte. Là, c'est quoi les prix pour utiliser ou comment on utilise Noster? Alors, c'est gratuit dans le sens où
faire démarrer une app, il y en a plein qui sont open source et qui s'installent assez facilement à travers un navigateur web. Younes, il avait parlé de Damus, mais sinon il y a Astra qui marche plutôt bien. Tu as un client Android qui se développe bien, qui s'appelle Nostro, j'ai un trou de mémoire. Iris, je Donc en crois, fait, non? là, Iris, ouais, le truc aussi, c'est ouais, Iris, à la base, c'est pas un client Noster, c'était un client multi, plein de trucs avec même de l'Ethereum dedans. Il y a même une application qui a été créée par un bithasher et qui prend en charge maintenant Noster, donc pas non plus fermé à une bande de bitcoiners. Et donc les apps en elles-mêmes, elles sont gratuites. Par contre, peut-être que les relais, là pour l'instant, ils font rien payer, mais à un moment donné, peut-être que certains relais vont trouver une source de financement. Soit en fiat, soit en bitcoin, soit en ce que vous voulez, euh, pour, je sais pas moi, avoir de la rétention ou ce genre de choses, parce que les relais, faut pas les voir comme des full nodes ou quoi que ce soit, c'est pas une blockchain. Donc, un opérateur de relais, il peut supprimer du contenu euh, pour X ou Y raison. Et donc, il peut très bien pourrait très bien payer ça. Et donc, pour publier sur un relais, ça pourrait être payant un jour, j'ai envie de dire. Pour l'instant, la question ne se pose pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, malgré le fait que Jack en ait beaucoup, a fait de la pub sans trop, enfin, par conséquence de son action. Euh, Ça attire beaucoup de monde, mais c'est pas encore vraiment spécialement problématique. Donc pour l'instant, c'est gratuit. Les apps, a priori, elles sont toujours gratuites parce que ça reste de l'open source, etc. Les specs sont ouverts. Et après, peut-être que certains relais feront du stockage payant selon la politique du relais, quoi. Parce que du coup, tu dépends des relais pour garder tes messages et rien ne te garantit que les relais vont pas supprimer tous tes messages. Du coup, Ouais, tu individuellement, il faut utilises estimer plusieurs qu'un relais relais. et après, dans le futur, tu pourras très bien payer un relais pour justement avoir une certaine assurance qu'ils vont bien gérer, il va bien gérer tes messages, etc. Parce que c'est un service que tu payes. Ouais, Du coup, ça peut être aussi censurable que non censurable que tu aies envie. En fonction de quel relais tu décides d'utiliser, tu peux utiliser une société derrière complètement légale et register, et en même temps utiliser un système complètement anonyme. C'est ça du coup? enfin, bon, on va mettre de côté un peu l'anonymat parce que c'est un sujet un peu compliqué. Mais dans l'idée, un utilisateur, on voit bien que en fait, il y a des utilisateurs qui n'ont pas forcément la même appétence pour le côté modération de la plateforme et donc résistance en gros à la censure. Il y a des utilisateurs qui voudront qui est vraiment rien, aucune censure ou quoi que ce soit et qui veulent juste filtrer côté client ce qu'ils veulent voir ou pas voir. Et donc, ils vont avoir une appétence à se connecter, je pense, au relais, enfin, qui font le moins de modération ou pas du tout, et à la fois d'autres relais peut-être un peu plus visibles avec d'autres qui font plus de modération. Et puis, alors, leur contenu, il y a un endroit sera modéré, un autre endroit sera pas modéré. Et il y a d'autres utilisateurs qui, eux, disent non, moi, je veux pas, quoi que ce soit, qui veulent une plateforme qui soit modérée et qui se connecteront que à des relais. Euh, et donc, en fait, pour la personne qui veut voir vraiment qu'une modération, il aura une vision plus grande du réseau, enfin, des messages qui peuvent transiter sur l'ensemble de Booster, et d'autres qui auront un contenu qui sera plus modéré. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est justement ce qu'Apple veut. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, le Damus est seulement en bêta TestFlight. TestFlight, c'est une application où les développeurs peuvent push des versions bêta sans review, etc., des builds pour iOS. Sauf qu'il y a un nombre maximum d'utilisateurs qui peuvent tester. Et du coup, là, William essayait de push une première version sur l'App Store pour que tout ça soit ouvert au plus grand nombre. Et il a reçu une réponse du service qui review les applications pour l'App Store chez Apple. Et justement, il lui disait que ça pouvait pas être accepté tant que, enfin, qu'il manquait les features de pouvoir filtrer du contenu, enfin, côté utilisateur, pouvoir bloquer une personne. Et ils ont même parlé de modération, qu'en fait, il faudrait avoir la possibilité pour un utilisateur de signaler un message et que derrière, il y a une modération qui fasse quelque chose, quoi. Et Ça, donc, c'est c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai vu un peu les discussions et on peut voir en fait Damus comme un navigateur de réseau, enfin, dont le contenu ne serait pas du web au sens strict, mais du social, du contenu social. Mais ça reste un navigateur et en fait, tu ne demandes pas.
Pour Firefox, tu dis pas il faut que il puisse publier de machin. Il y a le contenu qui est sur le web et tu vas aller voir le hoster pour appliquer ta censure. Là, tu vas voir le relais pour appliquer la censure. Mais le truc, c'est que comme Damus, c'est un Twitter-like, bah tu t'as pas. En fait, c'est un produit un peu nouveau qui est un petit peu du mal à, en fait, peut-être à l'appréhender. Après, franchement, c'est naze, mais bon, c'est attendu. Moi, je serais bien que Damus soit plus orienté web. Ce serait peut-être plus intéressant, mais bon. Mais après, Après, c'est je sais pas si t'as relativement pu nouveau, tester quoi. je sais pas si t'as pu tester le client, mais il est vraiment fantastique. Et je vous épine le message de retour d'Apple. Et d'ailleurs, et oui, justement, c'est ce que William était en train de dire au mec d'Apple, que justement, c'est pour naviguer, et que c'est derrière qu'on va voir ce que. Du coup, on aura tous les liens dans la description et on a un article de John qui était déjà sur notre blog. Adrien, je crois que tu as demandé pour prendre la parole. Est-ce que tu as une question? Et si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas. Ouais, merci beaucoup pour les infos, c'est super intéressant. Du coup, quand tu parlais du système de nœuds, enfin relais et de clients, mais enfin, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce qu'il y aura un intérêt pour les gens de faire tourner leur propre relais pour, par exemple, avoir cette EP des features de rétention, tu vois, genre tout ce que je poste, bah, par exemple, j'ai envie de le sauvegarder dans mon relais. Mais si je comprends bien, ça supposerait qu'il y a un réseau, une feature, une sorte de gossip entre les relais pour se découvrir. Mais à t'entendre parler, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Est-ce que Oh tu là, peux... surtout pas. Non, justement, en fait, Gossip. Justement, l'idée vraiment, c'est encore une fois, tu pars du principe que les relais ils sont le plus bêtes possible, et en fait, ils s'occupent que de leur tête. Donc, c'est au client de gérer ça. Tu peux, en fait, admettons, hein, tu pourrais imaginer une application relais sur Umbrel. Hein, je prends le cas un petit peu atypique, et du coup, tu pourrais t'en servir pour backuper en fait ton propre contenu. Et cette application relais pourrait être en fait une application de miroir qui tenterait de rediffuser par ailleurs sur d'autres relais que tu aurais sélectionnés, ce qui est censé faire un relais. Mais rien ne t'empêche de créer un relais qui a une fonctionnalité en dehors de sa fonction de relais pour en fait mirorer en fait ton contenu autre part. Tu vois, enfin c'est le Ok, by design, il y a rien qui est fait pour. Ça t'empêche pas de créer quelque chose, mais il n'y a pas de gossip ou quoi, il n'y a pas de DHT, tu vois, donc ouais, ce serait quelqu'un qui prendrait enfin, la responsabilité de faire un relais avec ce comportement spécifique ouais, de ouais, soit exactement. mirrorer, soit machin, mais enfin, techniquement, le protocole le permet, quoi. Ouais. Techniquement, en fait, enfin, il le définit pas, et il n'y a rien dans le protocole qui le permet ou l'interdit. Mais comme c'est du contenu, c'est juste des connexions WebSocket, bah, il suffit juste de les capturer d'un WebSocket et d'aller publier dans un autre, tu vois. Donc, c'est plus un hack, mais bon, il y a plein de trucs qui fonctionnent à partir de bouts de hack, quoi. Et le protocole est suffisamment bête pour pouvoir le faire sans truander, en fait, le protocole. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Et il n'y a pas de token, hein. Mais tu peux utiliser Lightning dessus. Mais tu peux utiliser ce que tu veux en fait. Alors, bon, je veux pas faire, mais enfin, rien ne t'empêche d'utiliser le token que tu veux dessus, quoi. Il y a rien dans le protocole qui dit il y a du Lightning. Donc tu peux utiliser du Lightning, du Bcash, du machin, du Ouais. Solana. Il y a il y a pas de restriction, quoi. Ouais, bah, Et comme disait John, c'est vraiment que des messages qui passent entre les clients et les relais, quoi. Tout le reste, c'est l'application, le client qui choisit. Par exemple, pour Lightning, c'est simplement que tu enregistres sur ton profil ta Lightning adresse, et après le client, il parse ça, puis il te l'affiche en joli pour faire un type Lightning. Mais c'est pas intégré au protocole. Le protocole, c'est vraiment juste des messages qui passent avec certaines métadonnées entre le client et le relais. ok, et autre question, vous avez parlé de clés privées et clés publiques. Bon, je pense que tout le monde ici sait, sinon il y a Crypto 301 de Loïc dispo gratuit sur l'Académie. Est-ce qu'on peut utiliser notre wallet Bitcoin ou est-ce que c'est des paires de clés complètement différentes? Est-ce que ce serait conseillé, pas conseillé? Euh, alors, ça utilise les signatures de Schnorr. Par contre, le format est différent. Donc, t'as pas, enfin, genre ton adresse Bitcoin, en fait, tu peux pas la réutiliser sur Nostr. Tu peux utiliser en fait des mêmes clés privées. Ça, c'est possible. Et après, dans le protocole, tu as des petites features qui sont pas encore très utilisées, mais de la délégation de clés, etc. Et donc, on va avoir des wallets qui se développent
pour faire de la rotation de clés, etc. Donc, ton wallet Bitcoin, il pourrait être utilisé pour faire de la délégation et avoir une clé maîtresse qui serait jamais connectée à quoi que ce soit. Donc, tu peux avoir des adhérences entre Bitcoin et la gestion de clés. Mais stricto sensu, tu vas pas réutiliser ton adresse Bitcoin en fait de wallet. Elle sera pas elle n'est pas utilisée dans les mécanismes de Nostr. Ok, nickel. Et Si t'as un on a autre truc d'autres sympa questions. par rapport aux clés comme ça, t'as un autre truc sympa qui existe, c'est la délégation. Ça te permet d'avoir tes clés, une clé principale, Noster pour son identité en cold storage, par exemple, qui est pas dans ton client. Et tu peux faire de la délégation, c'est-à-dire que tu génères une autre paire de clés et tu signes un message avec ta clé principale qui dit à partir de maintenant, cette paire de clés peut signer des messages pour moi. Et donc du coup, comme le message qui dit ça est dans le relais, le client, établira que les messages signés par, la deuxième paire de clés, bah, en fait, appartient entre guillemets «à la première». Et donc du coup, Ouais, ça ouais, vas-y. on le verra dans Coldcard de ça. Et je sais que Signer est en train de faire des trucs autour de ça. Ouais. Donc ça serait vraiment cool, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou aimerait aborder autre chose par rapport à Noster? Sinon, en parlant de rotation de clés, je pense que c'est la transition parfaite pour le deuxième sujet. Si vous avez des questions, allez-y. Et sinon, Luna, je te laisse introduire. Et puis après, Antoine et Kevin, on vous laissera parler. Ce sera peut-être le plus simple. Je rappelle que c'est en bas à gauche pour demander la parole et n'ayez pas peur, venez, on mange pas. Alors, pour tous les nouveaux, du coup, l'entonnoir, c'est tous les dimanches à 18h. Le replay, lundi matin sur le podcast Découvre Bitcoin, enfin l'entonnoir du Bitcoin. Et si vous ne nous connaissez pas, bah, on est un média français éducationnel avec des formations, des cours, des blogs, des podcasts, des interventions, des workshops, des jeux de société, des produits. Bref, un petit peu tout par rapport à Bitcoin. Ah, il y a quelqu'un qui a demandé. Vas-y. Ah bah c'est Théo. Vas-y Vas-y Théo. Théo. Ouais, salut tout le monde. Désolé si ça coupe. Ouais, je voulais savoir, en gros, si j'ai bien compris, le protocole seulement pour faire du web social, mais on pourrait l'utiliser pour faire pas mal d'autres choses. Je crois qu'il n'y a pas trop de contraintes sur d'éléments qui sont transmis. J'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui s'amusaient à développer un client pour jouer aux échecs. Est-ce que vous avez des exemples de genre d'applications comme ça qui pourraient se développer peut-être plus facilement en profitant d'un effet réseau existant grâce à ce protocole? Bah, par exemple, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. juste un truc tout con à vous filer la parole, John. Il y a Delu qui a développé un truc pour, en fait, faire des requêtes à ton nœud directement en passant par Noster. Voilà, en fait, ton nœud, c'est une identité sur Noster et puis tu peux lui envoyer des «messages privés» entre guillemets, des events qui chiffrés avec, que lui peut lire et du coup, et du coup, en envoyant une sorte de DM Noster et ben, tu peux lui demander de payer une invoice, un truc, En plus, Si je peux t'as pas demander, besoin. pas tout le monde a T'as été pas besoin. soulever la main sous. Non, juste pour te compléter, t'as pas forcément besoin d'utiliser DM, mais en tout cas, oui, tu peux le faire. L'avantage de ça, c'est que déjà, enfin, sur le réseau, en gros, c'est deux paires de clés qui se parlent. Les DM, ils sont chiffrés. Donc le relais n'a pas accès au contenu du message. Et il y a une problématique, c'est que quand on a une super application, je sais pas moi, Geyser ou BTC Pay, et qu'on doit le connecter à son nœud, bah quand ils sont pas sur le même serveur, bah, c'est un peu galère. Et en fait, tu pourrais imaginer que tu as un connecteur entre BTC Pay et ton nœud pour les faire communiquer sans avoir à ouvrir quoi que ce soit. Donc ton nœud, il pourrait être sur ton Umbrel, tranquillement dans un coin. Ton BTC Pay, il pourrait être public. Et tu pourrais faire comme ça ce type de fonctionnement, d'échange, etc. Ça, ce serait vraiment, pour moi, une future qui serait un must-have. ok, très clair. Merci. Et il me semble qu'il y avait Antoine qui voulait intervenir aussi, pardon, je t'ai Ouais, je pense que John a à peu près répondu à ma question. Je voulais poser la question obvious. Quel est l'intérêt, en fait, d'utiliser Noster, enfin, d'utiliser un réseau pair à pair pour se connecter à son node ou, enfin, si c'est pas Tor, c'est pas un réseau anonymisateur ou un mixnet ou quoi que ce soit. Quel est l'intérêt d'utiliser Noster même pour une connexion, quand Théo mentionnait pour jouer aux échecs, de 1 à 1, j'arrive pas à comprendre l'intérêt d'utiliser Noster. Dans ce cas-là. Alors, en fait, pour les jeux aux échecs, ça n'a vraiment aucun intérêt. Clairement, c'est juste un POC où on fait, ouais, regardez, on peut faire du WebSocket pour jouer aux échecs. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Non, par contre, pour piloter un nœud sur lequel tu veux pas qu'il soit, dont les ports RPC soient ouverts et que, en fait, ton application, elle est externe parce que c'est une application de Lightning Service Provider, genre Geyser, tu vois. Actuellement, il faut vraiment ouvrir tes connexions, tes ports, etc. Donc ça expose à un risque supplémentaire d'avoir ton interface gRPC ouverte. Et donc là, en fait, sans rien ouvrir, tu vas pouvoir faire de la connexion en gros tunnelisée à travers le relais pour faire ces communications gRPC à travers en fait en gros un wrapper
entre les deux. Et donc, tu passes par un relais, et donc à aucun moment, tu ouvres des portes quelque part. Là, t'as forcément un port Et ouvert si tu connectes avec ton nez. non, Non, en parce qu'en fait, fait, c'est pas les du pair deux. à pair. Ton- C'est juste Ouais, des non, c'est pas messages du qui pair à sont pair. transmis par enfin, qui arrivent sur le relais et qu'après, l'autre, c'est pas du En pair à fait, pair. t'as les deux. Ton nœud, il a un wrapper qui se connecte sur un relais. Ton geyser, il a un wrapper aussi qui se connecte au relais. Et en fait, il se DM en gros des messages. Donc, des messages qui sont chiffrés. Et donc voilà. Et ils font leur échange comme ça. En gros, c'est un tunnel à travers deux connexions montantes sur le relais. Donc tu vois rien. Ouais, ok, je vois, mais je suis pas convaincu de l'intérêt toujours, mais ok, je vois, je comprends. Et en fait, le truc, c'est que tu peux même utiliser plusieurs relais comme ça. Même s'il y a un relais qui tombe, bah, tu as toujours une communication de backup. Moi, je voulais demander un truc aussi. Donc, du coup, quand un client demande des messages à un relais, il peut sélectionner les clés publiques des personnes qu'il veut écouter quand même. Genre, il n'est pas obligé de se taper le broadcasting complet du relais. Est-ce qu'il peut faire quelques queries Ouais. Bah, c'est le client, en fait, comment il fait ses requêtes avec quelqu'un pour tout relayer. Et puis le relais, il peut ou pas répondre d'ailleurs. Il peut être configuré pour ne pas répondre à ce type de requête. Ou alors juste à un certain nombre de clients. Et typiquement, quand Ok. tu utilises Astral, tu vois, tu as deux timelines. Tu en as une pour tes followers et une autre pour le global. Donc, t'imagines qu'en fait, il y a les deux types de requêtes. Ah oui, d'accord. Et donc, la timeline, elle s'adapte. Le global, ce serait un genre de broadcasting tu reçois tous les messages du relais alors que tes followers, tu vas sélectionner les clés publiques des messages que tu demandes au relais, en fait, en tant que client, Ouais, ouais, c'est mais ça, ça. encore une fois, C'est basique en c'est le soi. développeur de l'application Ouais, et c'est comment tu utilises l'application, en fait. ok. Ouais, et juste, on n'a pas précisé, mais Noster, ça utilise les WebSockets à fond de partout. Donc, en fait, ton feed d'ATL, c'est une WebSocket, et puis le relais envoie les nouveaux événements auxquels tu es. Ok. Comme ça part technique avec Pantamis, est-ce que vous avez prévu un Space Cake sur Noster ou pas, histoire de dire aux gens ce que c'est, parce que s'ils veulent aller plus en détail technique, peut-être l'endroit. Bah, en fait, Je techniquement, suis, il y a pas grand-chose à dire sur Noster, quoi. Donc, je vois pas trop ce qu'on peut ouais, raconter pendant 2 heures en spé. ouais, je pense à la chose. Ouais, c'est un J'avoue peu qu'on a tricky, déjà dit ouais. beaucoup de choses. Ouais. Il y a déjà beaucoup qui a été dit là. Et puis, il n'y a pas de cryptographie particulière, c'est juste Schnorr. Donc, enfin, peut-être on fera un truc sur Schnorr, quoi. Il n'y a rien de particulier. Ok, Après, parfait. on aura peut-être l'occasion d'en parler sur certains sujets, par exemple les oracles ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'utiliser Noster pour ce genre de truc, mais on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est pas envisagé. Enfin, il y aura peut-être des Ouais, projets qui voilà, sortiront. Ce plutôt en sera use case évoqué. de comment, enfin, décrire comment Noster fonctionne. Voilà. Ok, bah parfait. Et ben on va pouvoir. C'est Thomas qui dit techniquement Noster via DM est une solution moins sécurisée que de faire un WebSocket custom ou un TLS Media Proxy. Oui, c'est vrai. Enfin bref. Du coup, on va passer au deuxième sujet qui est discussion sur l'héritage et Bitcoin. Et du coup, on a pensé le faire, je disais tout à l'heure, suite à la sortie de Liana, un nouveau wallet Wizard Sardine. J'ai pas tout compris la structure, mais il me semble que Wizard Sardine se développe Liana et Liana est un produit de Wizard Sardine. Et, euh, et du coup, voilà, on a Kevin et Antoine avec nous pour nous présenter un petit peu ce nouveau wallet, à quoi il sert, etc. Et pourquoi l'héritage? Justement parce que Liana permet une gestion assez poussée de ton wallet avec des time locks qui se déverrouillent au fur et à mesure que le temps passe, on va dire. Et du coup, je sais pas si vous voulez commencer par la présentation de Liana ou alors d'abord parler de l'héritage des Bitcoin, peut-être, je sais pas, comme vous voulez. Ouais, je vais peut-être juste réexpliquer à tout le monde pourquoi vous avez besoin d'un plan d'héritage, parce que c'est une notion que la majorité des gens oublient. Vous êtes responsable de votre argent, la banque ne l'est pas. Donc, si vous perdez vos clés, vous perdez votre argent. Le problème, c'est si vous mourrez et vous n'avez pas dit aux gens où sont les clés, vos proches n'auront pas l'argent. Et ça, c'est un problème majeur. Donc, il faut faire un plan d'héritage. On vous a expliqué dans la formation Bitcoin 102 comment le faire. Le problème des plans d'héritage, c'est que c'est super c'est chiant à maintenir, c'est cliqué et il n'y avait pas de solution super incroyable parce que même les multisigs, c'est encore plus chiant, ils sont encore plus complets au plan d'héritage. Et la solution que Kevin et Antoine vont vous parler juste après, pour le faire très simple, mais ils iront plus dans les détails, ça va permettre en fait de faire qu'une clé ne soit plus nécessaire plus tard. Donc en fait, votre multisig va pouvoir rétrécir potentiellement, ce qui va permettre de dire, bah, si jamais vous mourrez et qu'en fait votre famille n'a pas l'argent, et bah, après X années, ils vont pouvoir avoir accès à l'argent quand même parce que les verrous de difficulté auront sauté parce que vous l'aurez programmé. C'est très très large comme explication, mais au moins vous pouvez avoir un visuel de tout ce qui va en suivre. Antoine ou Kevin, je vous laisse la parole. Ok. Bon, bah ouais, vous me dites hein, si le micro marche pas bien, c'est la première fois que j'utilise Twitter Space.
Donc salut tout le monde et merci de nous avoir invités. Donc ouais, pour t'expliquer, Younes, la structure Wizard Sardine. Alors Wizard Sardine, c'est la petite histoire, c'est que donc l'entreprise est enregistrée au Portugal, où je suis basé, et au Portugal, en fait, le moyen le plus simple d'ouvrir une entreprise ou le plus rapide, c'est de passer par un service de l'État où en fait ils ont déjà pré-généré des tas d'entreprises et donc, en gros, il t'en donne une, mais tu peux choisir laquelle. Donc, les noms sont générés automatiquement parmi, je sais pas, un dictionnaire qui est soit en portugais, soit en anglais. Et donc, dans cette liste-là, nous on a trouvé Wizard Sardine, qu'on trouvait très drôle. Et donc, on a pris ça. Donc, ça, c'était il y a 3 ans. Mais ce nom, bien sûr, on l'a gardé pour nous. On trouvait, voilà, on gardait ça comme mime en interne. Et vu qu'on travaillait que sur Revolt, c'était plus simple de communiquer le produit Revolt et l'entreprise avec le même nom. Donc c'est pour ça qu'on était connu que en tant que Revolt. Il y a quelques personnes qui savaient qu'on s'appelait Wizard Sardine, bien sûr. Tout ce qui était légal, c'est Wizard Sardine sur les documents, etc. Et vu que là, bah, on lance Liana et que Liana n'est pas directement lié au produit Revolt ou au protocole Revolt, bon, on s'est dit qu'on n'allait pas encore plus confondre les gens en disant c'est Revolt Liana ou quelque chose comme ça. Donc, à partir de maintenant, en fait, l'équipe est connue comme Wizard Sardine. Et puis, pour l'instant, on a donc lancé 2 produits. On a Revolt, qui est donc cette infrastructure de self-custody pour les grosses institutions, et Eliana, qu'on vient de lancer donc en bêta en fin décembre, qui est ce wallet donc, qui vous laisse mettre des time locks. Donc, je ne sais pas comment on va traduire ça en français. Des restrictions en fonction du temps, qui va donc vous permettre d'accéder au fond avec des clés différentes au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, petite explication, ou même en un petit peu plus simple, ou petite correction par rapport à ce que Roxy disait, on n'est pas obligé de l'utiliser en tant que multisig avec de moins en moins de signatures au fur et à mesure du temps. Ce qui d'ailleurs, cette technique-là, c'est un petit peu ce qui était le plus connu en termes de ce que les gens voulaient faire. En tout cas, ce que je voyais sur Twitter, c'était surtout ça, ce qu'on appelle du decaying multisig en anglais. Donc du multisig comment on dit decay en français, Dégénérerait. qui se dégénère, exactement. Et donc, ben, bien sûr, c'est une technique. Donc, on peut imaginer que tu as un 2 sur 2 pour ton wallet normal. Mais si tu n'utilises pas ton wallet pendant un an, eh ben, une seule des signatures est suffisante pour pouvoir dépenser les fonds. Donc, ça peut notamment servir pour l'héritage, comme on vient d'en parler, mais ça peut aussi servir personnellement en tant que sécurité pour vos backups, par exemple, si vous avez peur de perdre une clé, pour être vraiment certain, bah, au bout d'un moment, on va être capable de dépenser les fonds avec une seule clé. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc la release qu'on a eue en décembre ne gère pas encore le multisig, donc ça va arriver probablement ce mois-ci. Donc la release de décembre, ça utilise juste 2 clés différentes. Donc votre clé principale que vous utilisez pour vos transactions au jour le jour, et donc une clé différente qui va être valide uniquement après l'expiration du time lock. Et donc cette clé-là, ça peut être tout à fait la clé de votre famille, enfin de quelqu'un dans votre famille, ou alors ça peut être votre clé de backup qui est quelque part bien protégée. Et donc l'avantage comparé au plan d'héritage typique que beaucoup de bitcoiners ont, qui est de donner une copie de vos backups à votre famille, c'est que bah là, la famille n'est pas capable, enfin ne peut pas techniquement dépenser vos fonds avant que vous ayez arrêté d'utiliser le wallet pendant une longue période. Donc au moins, vous êtes certain que s'ils perdent le backup, ou si pour une raison ou pour une autre, ils essayent d'accéder à vos fonds, bah, tant que vous êtes en vie, ça ne peut pas arriver. Voilà, petite intro. Je ne sais pas si j'étais assez clair, Antoine. Je ne sais pas si tu veux ajouter des trucs. Ouais, je vais peut-être reprendre en TLDR. En gros, sur Bitcoin, quand on possède des Bitcoins, ça veut dire qu'on a des montants en Bitcoin associés à un petit script qui décrit des conditions pour débloquer les Bitcoins. Et quand on les dépense, on satisfait les conditions qui sont décrites par ce script. En général, les conditions, elles vont être donner une signature pour telle clé publique. Ensuite, il y a des moyens d'utiliser des wallets un petit peu plus compliqués qui eux-mêmes vont utiliser des scripts qu'on va appeler multisig, qui vont demander plus de signatures. Et on peut demander un seuil de signatures, donc par exemple 3 signatures sur 5 clés publiques, et donner 5 clés publiques à 5 personnes différentes, ou les mettre dans des endroits différents et demander que n'importe laquelle de ces 3 clés signe pour pouvoir dépenser ces bitcoins.
Donc c'est assez intéressant d'avoir le multisig, c'est déjà une bonne avancée, mais on peut faire encore plus de trucs sur Bitcoin avec ces petits scripts. Par exemple, on peut utiliser du temps. Et donc on pourra dire que on peut donner une signature pour une première clé immédiatement, ou alors si 1 an a passé, on peut aussi dépenser ce montant associé avec ce script avec une signature pour une autre clé. Et donc on va dire que la deuxième clé elle va être time locked, elle est derrière un blocage de temps donc le Bitcoin, donc quand on va recevoir le Bitcoin, le temps commence à découler du moment où on reçoit le Bitcoin. Et donc, on aura 1 an où on peut le dépenser uniquement avec la première clé. Et ensuite, après 1 an, on peut le dépenser soit avec la première clé, mais aussi avec une deuxième clé. Donc, de backup. Et typiquement, dès qu'on pense à une clé comme ça qui ne peut pas être utilisée immédiatement, on pense immédiatement à l'héritage. Donc, c'est super intéressant d'utiliser ça comme wallet normal. Donc, on utilise comme un wallet habituel, où on a notre clé, on dépense les bitcoins. Et en plus de ça, il y a une deuxième clé qu'on aurait donnée à un héritier. Ensuite, on peut mixer ça avec du multisig, et donc on revient exactement à ce que disait Roxy, du decaying multisig, où on va avoir par exemple, même en général, les gens font des 3 sur 5 pour éviter justement la perte de clés. Mais ce qu'il y a, c'est que si on sait qu'on a des time locks, on peut même aller avec des seuils un petit peu plus hauts. On pourrait faire un 4 sur 5 qui, après 6 mois, disons que pour ce wallet-là, selon nos opérations, c'est anormal qu'on ne dépense pas des coins au-dessus de 6 mois, deviendrait un 3 sur 5, puis ensuite peut-être un 2 sur 6, et enfin, on pourrait même faire de la social recovery, donc où on a plein de clés disséminées à des personnes de confiance, et on se dit, bon allez, si en 2028, ce Bitcoin n'est toujours pas dépensé, alors c'est 1 sur 20, et on donne 20 clés publiques, et n'importe qui peut signer pour dépenser Bitcoin, parce que dans tous les cas, si en 2028, on arrive avec ce Bitcoin qui est toujours pas dépensé, c'est qu'il a été perdu. Et autant que on fasse confiance à une des 20 personnes qui en aura donné la clé. Et donc, juste en précision pour ce dernier exemple, le decaying multisig, c'est pas nécessairement les mêmes clés avec moins de clés pour le threshold. Ça peut aussi être des clés différentes qu'on ajoute. Donc, ça peut être intéressant, notamment si vous avez un truc très strict, peut-être en entreprise, un 3 sur 3, disons, et qu'au cas où il y a une des clés qui soit perdue, ça devienne un 3 sur 4. Donc, on ajoute une clé externe, potentiellement un avocat ou un notaire ou quelque chose comme ça. Et cette clé, bien sûr, n'est pas valide avant l'expiration du time lock, et ça agrandit du coup le multisig pour laisser des clés externes participer. Et peut-être du coup, pour rebondir là-dessus, désolé, on monopolise, on se fait un ping-pong avec Kevin, on se monopolise la parole. Mais peut-être un truc intéressant là, c'est que on peut se permettre d'avoir un multisig qui est n of n, c'est-à-dire de 5 sur 5, ou 4 sur 4, ou 2 sur 2. Là où, quand on n'a pas de clés de backup qui sont time-locked, c'est vraiment pas raisonnable, parce que ça voudrait dire qu'on perd une des clés, on perd accès au fond. Donc en général, après, on gère ça avec des backups. À la limite, s'il y a un 2 sur 3, si on met les backups de 2 des 3 clés au même endroit, c'est autant avoir un 2 sur 2. Bon, bref, ça, c'est une autre discussion. Mais ça, c'est assez intéressant dans le cas des cosigners, pour avoir des policies de dépenses. Par exemple, vous savez qu'il y a certaines entreprises, largement dans un modèle B2B, il y a certaines entreprises qui enforcent des conditions de dépenses off-chain, des trucs qu'on ne peut pas enforcer sur la chaîne. Par exemple, l'identité de la personne qui va dépenser, le nombre de bitcoins qui vont être dépensés. Et par exemple, des entreprises comme ça va être BitGo, ou ça peut être Unchained de manière différente. Et aujourd'hui, ce qu'ils utilisent, c'est un 2 sur 3. C'est-à-dire qu'on va avoir une clé à BitGo, une clé dans l'entreprise et une clé de backup. Et la clé de backup, ça va être, on l'enterre dans notre jardin et c'est tout, en fait. C'est-à-dire que elle est quand même disponible. Donc, on enforce la policy et les conditions de dépenses enforcées par BitGo. Dans tous les cas, on peut les bypass. Là, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on pourrait avoir un 2 sur 2 et qu'on ne peut pas bypass la policy avant 1 an ou avant 1 an et demi. Et en plus, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de backup sur les premières. Si on fait vraiment confiance à notre hardware, genre par exemple si on a un HSM, un ordinateur spécialisé pour créer des signatures à haute fréquence, eh ben, il y a très peu de chances qu'il perde, qu'il ait une faillite de hardware. Et donc, on peut se dire, dans ce cas qui est tellement improbable, eh ben, on attendra 1 an avant de récupérer la clé. Et du coup, ben, on peut avoir un wallet qui va co-signer avec un HSM,
avec le HSM qui va enforcer des policies de dépenses, qui va enforcer des conditions de dépenses sans qu'il ait de backup. Donc, on enlève un point de failure du HSM qui, si on n'avait pas de time lock, serait forcément présent parce qu'on devrait backup la clé, sinon on s'expose à un risque qui n'est pas raisonnable. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour l'explication. De mon côté, c'est clair. Si jamais Lounès, Fanny ou John, il y a une question, allez-y. Moi, j'aurais plusieurs questions. La première, c'est de ce que vous venez de dire. En fait, il y a énormément de possibilités qui viennent de se développer pour le monde pro de Bitcoin. En gros, ça professionnalise carrément l'industrie avec des vraies solutions de sécurité applicables pour la vie de tous les jours qui s'adaptent avec avocat, notaire, justice, peu importe, vous avez compris l'idée. Pourquoi maintenant et pas avant? En fait, c'est quoi le blocage technique? Je sais que c'est mini-script, mais peut-être expliquer rapidement. Et du coup, la deuxième question, ce serait, est-ce que votre solution, elle est disponible tout le temps, partout? Est-ce que c'est des hardware spécifiques? C'est une application mobile, un petit peu plus visualiser tout ça? Je sais qu'il y a beaucoup à dire, donc je vous laisse faire du big. Ouais, question très pertinente. Ces fonctionnalités enfin, disons que des fonctionnalités plus avancées que juste vérifier une signature sur Bitcoin ont été présentes depuis le début. La fonctionnalité de time lock qu'on utilise, elle est présente depuis 2016 dans Bitcoin avec un soft fork. Elle a été ajoutée notamment, la plus grosse motivation, c'était de pouvoir permettre les payment channels utilisés par Lightning. Par contre, ça voulait pas dire que c'était utilisable. C'était possible de le faire, mais ça n'était pas utilisable. Et enfin, c'est pas utilisable de manière safe ou pas utilisable par n'importe qui. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait créer des scripts. Attendez, bon, je vais faire le pitch de mini-script, ça ira aussi vite. En gros, scripts, les conditions, le langage dans lequel sont décrites les conditions de dépense pour les bitcoins est très complexe et c'est très, très, très difficile de raisonner par rapport à un script. Donc, ça va être assez compliqué de raisonner par rapport à est-ce que ce script va nous permettre de dépenser de toutes les manières qu'on le souhaite, mais à la limite, ça, on peut le tester. Mais on ne peut pas tester, du coup, ça s'appelle la completeness, mais on ne peut pas tester la soundness, on ne peut pas tester qu'il n'autorise pas d'autres manières de dépenser. Autrement dit, il y a des possibilités de dépenses qu'on n'aurait pas imaginées en écrivant ce script, mais qui en fait sont permises par le langage parce qu'il se comporte de manière très, très surprenante. Pour pallier à ce problème, des ingénieurs ont inventé un langage qui s'appelle Miniscript, qui est un framework qui permet de raisonner à propos du langage de script, qui est très, très ingénieux, en fait. Enfin, le Miniscript, c'est vraiment un petit outil qui ne nécessite pas de changement de consensus de Bitcoin. C'est vraiment juste sur la couche applicative, mais qui va permettre d'utiliser au maximum les fonctionnalités de Bitcoin. Donc, on ne pouvait pas faire Liana sans Miniscript, ou ça n'aurait pas été raisonnable de faire Liana. On aurait pu le faire, mais personnellement, j'aurais pas pris la responsabilité de lancer un wallet dans la nature sans Miniscript, qui utilisait des fonctionnalités avancées. Ensuite, du coup, ça apporte la réponse pour les devices qu'on supporte. On ne supporte que les signing devices qui eux-mêmes supportent Miniscript, qui sont capables de signer et de vérifier des adresses pour des scripts plus compliqués. Donc des scripts comme définis par Miniscript. Et ces devices-là sont Ledger et Spectre uniquement pour le moment. Oui, c'est Spectre, ouais, c'est ça. Ledger et Spectre. Alors, pas de bol, Spectre, c'est le seul qu'on n'a pas fait, c'est Spectre Do It Yourself, on est d'accord? Ouais, c'est ça, par Stepan Snigerev. Et petit shout-out quand même pour Ledger, c'est notamment, du coup, ça a été permis aussi par la boîte, etc., qui lui ont permis de travailler dessus, mais c'est principalement les efforts de Salvatore Ingala sur le Ledger. Salvatore, qu'on adore. Et Spectre, un jour, il faudra qu'on le fasse sur la chaîne. Du coup, malheureusement, je ne peux pas vous aider pour Spectre, tous les viewers, mais bientôt. Et du coup, Ladia, tu disais que là, c'est live, donc on peut tous le tester, c'est ça? Et après, il y a le multisite qui arrive. Donc, l'idée, c'est que vous avez une sorte de calendrier de release. Est-ce que vous voulez peut-être parler de ça rapidement? Est-ce qu'on peut tous s'amuser à le tester? Est-ce qu'on doit mettre notre thune dessus ou est-ce que c'est encore en bêta reckless? Histoire qu'on prévienne de ne pas perdre sa thune. Ouais, utilisez en testnet ou utilisez avec un petit montant en mainnet. Mettez pas vos fonds entièrement sur le wallet pour l'instant. Mais je pense que d'ici 2-3 releases, bon, on va pas faire de prévision sur la comète, mais d'ici 2-3 releases, ça devrait être beaucoup plus solide. Et après, surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on prévoit d'avoir le support pour Taproot d'ici mars-avril. Ça serait bien de l'avoir d'ici avril. Et à ce moment-là, le fait sur la chaîne, quand vous dépenserez avec une seule clé, sera pas visible que vous aviez des conditions time locked derrière. C'est le gros avantage de Taproot.
c'est que là, aujourd'hui, on utilise encore l'ancienne version de Segwit, la version 0, le Segwit de base. Sur les wallets, je crois qu'il appelle ça Native Segwit. Et cette version, on publie le script entièrement quand on dépense les coins. Donc, à la limite, quand on envoie des coins vers un wallet Liana, ces coins-là, ils vont tous ressembler aux autres. Ça va être des Pay to Witness script hash. Donc, une version standard de Segwit. Mais quand on dépense, on va dépenser et publier le script en entier. Donc, on va voir que c'est un script spécial qui ressemble fortement aux scripts qui sont faits par Liana, et ensuite avec un time lock que vous aurez configuré. Donc, de toute probabilité, vous aurez un anonymity set de 1. Et donc, voilà, ça peut apporter des problèmes au niveau de privacy. Donc, ça ne veut pas dire que vous vous doxez immédiatement, mais ça veut dire que on sait que vous utilisez Liana et on connaît votre time lock et vous avez sûrement peu d'anonymity. Par contre, avec Taproot, quand on dépense, par exemple, si on dépense uniquement avec la première clé, qui est censée être tout le temps utilisée jusqu'à ce que on claque et que l'héritier ait besoin d'utiliser la clé de backup, on montre pas qu'il y avait en fait dessous tout un arbre de scripts disponibles pour pouvoir dépenser. Et du coup, ces scripts de recovery time-locked. Pour le calendrier des releases, on a commencé simple avec une seule clé primaire, disons, et une clé de time-locked qui est du coup une clé secondaire, une clé de backup. Une clé où tu peux signer immédiatement, une clé où tu peux signer après un temps configurable. Pour la release fin janvier, on va supporter le multisig dans ces deux cas de figure. Donc, un premier multisig qu'on peut dépenser immédiatement et un deuxième multisig après un temps configurable. Petite notion en passant, avec Miniscript, on peut faire des multisigs beaucoup plus intéressants que les multisigs communs, disons, où c'est juste un K of N. Avec Miniscript, on pourrait avoir des multisigs où il en faut tout le temps une des clés qui signe, peu importe les conditions. Ou alors certaines clés ont un poids supérieur à d'autres. Pour l'instant, on va avoir le support de multisig legacy, juste un K of N. Ensuite, on compte avoir d'ici fin février la possibilité d'avoir plusieurs chemins de dépenses qui sont time-locked. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra avoir, par exemple, une clé immédiatement, une autre clé après 6 mois et une troisième après 1 an. On pourrait avoir un 4 sur 5 tout de suite, un 3 sur 5 après 9 mois et après 1 an et demi, quand c'est vraiment la merde, un 2 sur 5. On pourrait aussi avoir, et c'est là où nous, on va sûrement essayer de manger en tant qu'entreprise aussi, ça va être de fournir des services autour de ça. Et par exemple, si on a la clé de recovery de backup, c'est super intéressant d'avoir Liana, par exemple, où tu n'as pas de backup de ta clé primaire et tu as juste des backups de ta clé secondaire. Et tu fais de la tamper evidence. Tiens, Kevin, tu veux parler de ça? Je sais que c'est ton truc, la tamper evidence. Et expliquer peut-être. Ouais, si tu veux. Moi, j'aime bien parler de tout ce qui est adversarial, donc ça, c'est assez fun. Du coup, alors, par où je commence? Ouais, donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des backups de vos clés. Donc, pour commencer simplement, disons que votre wallet, c'est un wallet single sig normal. Vous avez juste une clé, juste un backup, une seed phrase. Et du coup, votre phrase de backup, vous l'avez sur papier, soit avec un mot de passe, soit directement en clair. On va assumer qu'elle est en clair, donc vous paniquez un peu puisqu'il faut absolument que cette clé que cette seed phrase, cette mnémonique, elle soit safe. Parce que si c'est pas le cas et que quelqu'un trouve votre clé, votre seed, vos fonds, ils vont pas rester très longtemps. Et avec Liana, vous pouvez tout simplement ne pas avoir de sauvegarde de votre clé principale. Et par contre, vous prenez juste la mnémonique de votre clé secondaire qui va être du coup time-locked. Vous la mettez dans un sac qu'on appelle Tamper Evident, comment on va dire en français, un sac qui va montrer si quelqu'un l'a ouvert en fait. Donc vous pouvez acheter ça en ligne, hein. Vous pouvez acheter ça sur Amazon, vous pouvez en acheter chez Shift Crypto, etc., etc. C'est juste des sacs plastiques qui peuvent être fermés une seule fois et donc pour les ouvrir, faut le détruire, faut le déchirer. Et si vous mettez votre seed là-dedans, votre mnémonique là-dedans, et que vous vérifiez, disons, une fois par mois ou quelque chose comme ça, juste pour savoir si quelqu'un y a accédé ou pas, vous saurez. Donc, personne n'y a accédé s'il n'est pas ouvert, ou s'il est ouvert, vous avez toujours la possibilité de bouger vos fonds avec votre clé principale, en sachant que de toute façon, la mnémonique de backup,
à les time lock. Donc la personne qui aura accédé à votre mnémonique, eh ben, elle ne pourra pas prendre vos fonds. Et ça, c'est super cool parce que ça vous permet d'être beaucoup plus serein quant à comment vous allez garder cette clé de backup. Ou alors, ça peut aussi être pouvoir avoir plus de backup, puisque forcément, faire des copies de votre mnémonique, plus il y en a, plus c'est compliqué aussi à sécuriser. Mais en avoir qu'une seule, c'est pas génial non plus. Donc généralement, il faut en avoir deux, trois. Maintenant, si vous savez que c'est pas trop grave si quelqu'un y accède, vu qu'il y a le time lock, tant que vous vérifiez de temps en temps si personne n'y a accédé, et ben vous pouvez imaginer en avoir un peu plus et potentiellement moins sécurisé aussi. Donc c'est pas trop grave s'il y en a une chez vous dans votre appartement et que vous faites cambrioler, puisque de toute façon avec le time lock, eh ben, vous pourrez bouger les fonds avant que la personne qui a accédé à votre mnémonique ne puisse le faire. Donc voilà ce qu'Antoine voulait dire par la tamper evidence. Donc tant qu'on est capable de vérifier que personne n'a accédé à la mnémonique, et ben ça ajoute pas mal de sécurité comparé à tous les backups qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'il y a, du coup, ça apporte un truc bien, c'est que on voit si quelqu'un a accédé à nos backups, vu que c'est ce qu'on appelle la tamper evidence, et on a le temps de réagir. Mais par contre, ça ouvre aussi, enfin ça ouvre pas, mais ça laisse une attaque qui est que si on n'a pas de backup pour la clé primaire, le vol de la clé secondaire peut aussi s'accompagner de brick le device de la clé primaire. Disons que vous avez un ledger, vous n'avez pas fait de backup de la clé sur le ledger, comme ça, la backup, c'est pas un point de failure. Vous avez votre backup de recovery qui est tamper evident. On accède votre clé de recovery qui est tamper evident. Bon, ok, mais en plus, on brique votre ledger. Donc, vous pouvez plus dépenser par le premier path, celui qui n'est pas time lock. Bon, du coup, vous avez juste à attendre les 1 an et demi, et après 1 an et demi, il y a un race entre vous et l'attaquant qui a volé la backup, qui a copié la backup qui était tamper evident. Donc, c'est un peu sous-optimal, et ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait avoir plusieurs paths qui sont time-locked dans ce cas-là. Donc, pour pallier à ça, on pourrait avoir, par exemple, si dans 1 an et demi, c'est la clé de backup toute seule, dans 1 an, ça peut être la clé de backup plus un service de co-signature, du coup, qui va vérifier votre identité. Donc, si vous arrivez dans ce cas très probable que vous vous êtes fait voler votre backup, on vous brique votre premier device, vous pouvez faire appel au service qui check votre identité, parce que bon, il reste plus que ça, quoi. Et vous co-signez entre votre clé de backup et la clé du service de co-signature une transaction qui est valide après 1 an, tandis que celle de l'attaquant, elle sera valide qu'après 1 an et demi. Donc, vous avez 6 mois pour réagir avant l'attaquant. Donc ça peut être assez intéressant pour se prévenir de ça. Et en fait, du coup, si même il y a cette condition, il n'y a plus aucun incentive pour l'attaquant de venir faire cette attaque en premier lieu. Donc voilà, tout ça pour dire multisig fin janvier, multipath, on appelle ça, mais du coup avoir plusieurs chemins de dépenses qui sont time lock à plusieurs niveaux différents, plusieurs durées différentes d'ici février, fin février. Et d'ici mars-avril, on va voir ça dépend en fait du progrès qu'on va faire du côté de Miniscript. Il faut qu'on adapte ce Miniscript à TypeScript. Mais si ça c'est fait, normalement, niveau, allez, disons avril, on devrait avoir le support pour Taproot. Donc, on aura toutes ces features-là et en plus, elles seront bien cachées quand on les utilisera en chain. Et puis Antoine, tu vas nous faire une formation sur l'académie pour expliquer à tout le monde comment l'utiliser avec des tutos qu'on va coproduire. Rassure-moi, parce que là, sinon, tu as perdu tout le monde. On est d'accord? Ouais, bien sûr, bien sûr. On va Yes, pouvoir super. faire ça. Donc ça, c'est bon. Crypto 304 est programmé. Non, par contre, par rapport aux voleurs, pour tout le monde, sachez que les voleurs, ils vont pas comprendre quand vous allez leur expliquer ça et ils vont vous frapper, hein. Donc là, leur solution est super pour donner quelque chose qui finalement, vous savez que ça vaut rien. Peut-être que lui, il pense que ça vaut, peu importe. Mais au moins, il a un truc, vous le donnez sereinement. C'est pas une 4e passphrase, même si je sais qu'il y a des gens qui adorent les passphrases où on vous frappe pour la 5e. Vous donnez toute la boîte de toutes les clés. Et après, vous réfléchissez à c'était quoi votre sécurité et vous déplacez l'argent. Mais je pense que l'objectif, c'est ça, parce que des cons, il y en a et ils vont pas comprendre. Je pense pas qu'ils écoutent l'entonnoir pour venir nous braquer, nous. Voilà. Pensez que les gens ne comprennent pas ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des questions dans les viewers par rapport à cette solution? Je sais pas. Panta, Loïc, allez-y. Ouais, alors moi j'ai une question. Donc déjà merci pour cette présentation et vous envoyez du rêve les gars, c'est incroyable ce que vous nous envoyez comme rêve pour l'année 2023, c'est absolument génial. Donc voilà, je tenais d'abord à dire ça.
Il y a une question que j'avais, mais vous y avez répondu, c'est justement le multipass, donc gérer plusieurs conditions de dépense avec des time locks potentiellement différents. Donc ça, c'est super si on a ça en plus. Et moi, j'ai aussi appris de certaines sources que peut-être que Ledger allait proposer un espèce de mode HSM qui serait compatible Miniscript. Et donc moi, je me demandais si combiné à Liana, on pouvait pas avoir quelque chose qui ressemble à un Deadman Switch qui est assez sympa où en fait on conserverait chez soi un ledger connecté à son node qui ne contient que la clé de backup et qui en fait va automatiquement lorsque les fonds dépassent le time lock, lorsqu'on n'a pas bougé les fonds depuis la dernière fois et que le time lock commence à être dépassé, le ledger il ferait automatiquement une transaction pour reset le time lock automatiquement. Et voilà, je me disais que ça pouvait être un très bon deadman switch parce que une fois qu'on est mort, il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans la maison, il y a bien quelqu'un qui va déconnecter le ledger, et donc du coup, ça va laisser la possibilité après aux héritiers de récupérer l'argent avec la clé de backup, sans que le pleb il ait à systématiquement penser à bien reset le time lock régulièrement. Voilà, je voulais savoir quel était votre avis sur ce type de solution, et merci encore pour le boulot, hein. C'est vraiment super. Ouais, Je te laisse y aller, Antoine, ou je prends. Oh, vas-y. vas-y. Ok, je prends. Ouais, alors bah du coup ça, on n'en parle pas trop encore. C'est dans notre roadmap. Je sais pas si on arrivera à faire ça en 2023. On va essayer, mais clairement il y a des tas de choses à faire avec les HSM et avec les ANA. Que ce soit donc faire par exemple des spending policies, donc des restrictions sur les paiements qui sont en effet appliquées par un HSM. Donc ça c'est la base, enfin le truc un peu logique de ce qu'on peut faire avec l'IANA et un HSM. Mais on peut aussi voir la chose dans le sens inverse. Jusqu'à présent, un HSM, en fait, c'est tout simplement une machine où personne ne peut extraire les clés qu'il y a dessus. Donc c'est un peu un hardware wallet sans backup. Typiquement, vous pouvez imaginer que, je sais pas, le OpenDime, c'est une petite sorte de HSM extrêmement basique. Donc c'est assez intéressant puisqu'on peut imaginer aussi que du coup le HSM, le problème c'est que si le HSM ne fonctionne pas ou meurt, et ben voilà, vous êtes un peu enfin, dans la merde, sauf si vous avez les moyens de bien sûr de signer outre. Et avec Liana, comme vous avez sûrement compris, on peut tout à fait imaginer qu'après une certaine période de temps, le HSM n'est plus nécessaire. Et pour nous, ça c'est vraiment un truc qui paraît exceptionnel, c'est qu'on va être capable d'apporter, que ce soit les gens qui déploient leur propre HSM à la maison ou bien une entreprise externe qui leur offre ces restrictions, mais on va être capable d'apporter un support au cas où ce HSM cesse de fonctionner, ou cette entreprise disparaît, etc. Et qu'après l'expiration du time lock, le HSM n'est plus nécessaire et peut-être à la place, vous avez un multisig ou des clés de backup, etc. Mais oui, effectivement, ça marche pour un Deadman Switch, comme tu disais, Pantelis. Je sais pas, moi, je n'y avais pas pensé avant, mais effectivement, ça fonctionne. Bon bah super, il n'y a plus qu'à attendre le mode HSM sur le ledger alors, et on va pouvoir voir des dingueries. Techniquement, c'est déjà un HSM, mais Oui, c'est déjà un HSM si au sens strict, t'as tout hardware wallet et un genre de HSM. Mais là, c'est que je pense, j'utilise le terme HSM parce que c'est le terme qu'utilisait Coldcard quand ils ont créé leur mode de signature automatique là, sans validation là. CK Bunker, ça s'appelait, je crois. Ouais, mais c'était sur le MCU. Ledger, c'est techniquement un HSM parce que tu peux écrire des applications qui vont run sur le Oui, Secure. c'est vrai, tout à fait, c'est vrai, tout à fait. Je Et d'ailleurs, vais. question à part, c'en est où, Miniscript sur Coldcard? Ils vous font toujours la gueule? Je crois qu'ils se sont fait rect à force de snob Miniscript. Là, il y avait Nunchuck qui était bien, je pense, copain avec eux parce qu'ils avaient fait une intégration Coldcard entière et tout sur leur wallet. Qui ont release leur truc avec un time lock à peu près émulé par leur serveur, où en gros tu trustes leur serveur pour pas qu'ils signent avec ton héritier sous ton nez. Tu trustes leur serveur pour qu'ils enforcent bien le time lock. Bref, en gros, ils peuvent pas utiliser le vrai time lock en script parce que Coldcard supporte pas Miniscript. Je pense qu'en fait la demande va faire juste qu'ils vont intégrer Miniscript à un moment et ils vont se trouver une bonne excuse pour avoir snobé avant. Mais c'est pas mal. Mais aussi en soi, enfin nous on s'entend très bien avec eux, mais je pense qu'ils ont juste pas compris. Enfin nous ça fait plus de 2 ans qu'on parle à tous les hardware wallets, enfin tous les fabricants de hardware wallets à propos de Miniscript, puisque Revolt c'était déjà Miniscript
Et bah, c'est vrai que ça a été très difficile puisqu'on était les seuls couillons à faire du mini-script en gros, hein. Donc voilà. Maintenant, il y a de plus en plus de demandes. On voit qu'il y a pas mal d'applications qui vont vouloir faire de l'héritage, etc. cette année. Donc ils commencent vraiment à en avoir. Et ils vont tous avoir le même problème que nous. Donc voilà, ça devient assez intéressant. Et puis je pense franchement, enfin on a interagi plusieurs fois avec Coldcard. Je pense franchement qu'ils ont mis du temps, voire qu'ils ont peut-être toujours pas compris la différence entre juste les output descriptors qu'ils ont maintenant et Miniscript. Donc les output descriptors, c'est le truc qui vous permet d'enregistrer un multisig dans votre hardware wallet. Donc c'est déjà assez récent. Ça fait pas très très longtemps qu'on peut faire ça sur beaucoup de hardware wallet. Donc ça permet à votre hardware wallet de savoir qu'il a au moins une des clés du multisig, ce qui est déjà pas mal. Sauf que bah, ça se limite à ça. Miniscript va vous permettre d'ajouter la complexité avec le conditionnel, avec les time locks, etc. Et pour l'instant, ça, ils ne l'ont pas sur Coldcard. Ok, merci. Ça me fait un peu chier de devoir acheter une Ledger, mais Ouais, ils vont y venir, je pense. Il y a eux, il y a Shift aussi qu'on avait bien emmerdé à faudrait, sortir. faudrait voir avec Foundation Devices. Ouais, Vous, bah, vous leur dites que Coldcard veut pas le mettre et tout ça va arriver. tu rigoles, mais c'était une approche qu'on avait évaluée au moment où aucun signing device ne supportait Miniscript et qu'on voulait release Revolt. Mais heureusement, Salvatore est sorti du bois et a implémenté Miniscript en 6 mois sur Ledger. Quel boss. Super, merci beaucoup les gars. Je vais redescendre enfin je vais remonter. Non, je sais pas si on dit monter ou descendre. Enfin, je vais faire beaucoup moins technique parce que je sais qu'en fait je vais penser à la question que je vais avoir en commentaire. Comment est-ce qu'on garantit que le time lock il est pas faux et on n'a pas bloqué nos coins pendant 100 ans? Je l'ai tous les jours celle-ci, donc je répondais comme ça au moins je peux vous envoyer les viewers ici une fois. Ça m'arrangerait. Merci. Le maximum qu'on puisse utiliser sur Bitcoin en time lock relatif, c'est 1 an et demi. Donc au maximum, tu pourras te tirer dans le pied au maximum 1 an et demi, quoi. Si comme par hasard, tu arrives à bypass les checks de l'application qui sont faits juste parce que le framework Miniscript lui-même, le langage que nous utilisons pour interagir avec les scripts de Bitcoin, fait que c'est interdit d'avoir une valeur trop haute. Et cette valeur, dans tous les cas, elle est encodée sur 16 bits dans le consensus. Et à 16 bits, bah, tu peux pas avoir plus de 65 000 blocs. Et donc, ça te fait 1 an et demi, en gros, un peu moins. Parfait, merci. C'est exactement ce que je veux. Est-ce que des viewers ont une question ou pas? Bah, en autre question, par exemple, c'est-à-dire que du coup, on est dépendant de Liana après pour genre, tu peux pas récupérer ton backup sur autre chose. Et non. Et si, justement. C'est le truc, du coup, j'ai pas voulu trop étendre non plus sur quand Kevin parlait d'output descriptor, mais le gros truc des output descriptors, ça a été poussé par Peter Vela, tout comme Miniscript, pour avoir un standard pour décrire ces scripts qu'on a pour nos bitcoins. Là où on avait des standards complètement insane de Xpub, Ypub, Zpub, Z majuscule pub, Y majuscule pub, avec des derivation passes qui sont différents en fonction du type de script qu'on utilise. Et du coup, implicitement, lorsque l'on recover depuis une clé privée, on pourrait retrouver le script dans lequel la clé publique correspondant à cette clé privée a été utilisée et retrouver nos coins. Bon, évidemment, quand c'est implicite, les gens font des erreurs. Et là, on parle de fonds, d'argent des gens. Donc, on va pas se baser sur des données complètement implicites pour retrouver l'argent des gens. Donc, les output descriptors, c'est un nouveau standard qui décrit précisément et qui contient toutes les informations pour retrouver tous les scripts dans lesquels les clés associées à notre mnémonique ont été utilisées. Et donc, ce standard, il est compatible, justement, c'est un standard, il va être compatible avec plein de wallets, tous les wallets qui vont supporter les output descriptors. Donc, par exemple, tu peux simplement recouvrir sur Bitcoin Core. Donc, sur Bitcoin Core, aujourd'hui, il y a juste le Watch Only support qui émerge, mais il y a des pull requests qui sont prêtes pour signer également. Mais disons que tu pourras au moins retrouver quels coins t'appartiennent, rien qu'en important le descripteur sur Bitcoin Core. Et je les ai pas en tête, mais plein d'autres, il me semble qu'Electrum aussi, mais j'ai pas envie de dire une connerie. Et tous les autres wallets commencent à intégrer les output descriptors et tous vont le faire à terme. Donc, en soi, tu pourras utiliser Liana et avoir ta backup de ta mnémonique et de ton descriptor, et tu pourras toujours recover sur n'importe quel autre wallet qui supporte les output descriptors. Parfait.
En tout cas, c'est super bullish. Hein. J'avoue, comme Panta, je suis assez impressionné et c'est beau ce que vous proposez. Parce que quand tu expliques aux gens qu'il ne faut pas perdre les X-Pubs, sinon ils perdent possiblement le fait de refaire leur wallet, enfin, etc., etc. Il y a beaucoup de problèmes au plan d'héritage des multisigs, on en parle souvent, donc hâte de voir ça. Si des viewers ont une question, surtout n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on mettra en commentaire toutes les infos par rapport enfin, tout ce qu'on vient de parler, plus les liens, plus de contacts, etc. Et si je peux ajouter quelque chose, Roxy, tu disais tout à l'heure qu'il fallait qu'Antoine fasse une explication sur votre chaîne pour voir comment fonctionne Yana, etc. Mais dans les faits, c'est vraiment pas compliqué. On est en train de construire une application, enfin de software qu'on fait. C'est vraiment dans le but que n'importe qui puisse l'utiliser. On essaye vraiment de faire quelque chose de simple. La seule complexité, ou en tout cas ce qui a l'air complexe, c'est la définition de ce script. C'est de savoir quelle clé vous allez mettre, quel timelock vous allez choisir, etc. Mais ça se fait juste une fois. C'est quand vous set up le wallet, quand vous installez le wallet la première fois, il vous demande juste, OK, alors ça va être quoi votre clé ou vos clés principales. Ensuite, est-ce que vous voulez un timelock? Quelle est cette durée? Et quelles sont les clés de recovery ou de backup ou pour l'héritage? C'est juste ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous partagez le descripteur, vous partagez les clés ou peu importe ce que vous avez besoin de partager avec qui vous avez besoin de le partager. Mais le wallet, ensuite, c'est juste un wallet normal. Hein. Voilà, vous avez vos coins, vous faites vos dépenses normalement, vous branchez votre hardware wallet, vous signez avec. Il n'y a rien besoin de réfléchir par rapport au time lock, etc. Le wallet gère tout pour vous. Le seul truc, la seule petite différence avec un wallet normal Bitcoin, c'est que vos coins, donc vos UTXO, voilà, vont indiquer quand le time lock va s'expirer pour eux. Donc c'est à vous, bien sûr, de faire en sorte de bouger ces coins quand le time lock est trop proche, ou en tout cas le wallet va vous le proposer. Donc c'est la seule petite différence. Mais en soi, c'est juste un Bitcoin wallet tout à fait normal, très simple d'utilisation, il n'y a rien de compliqué. Une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Vous n'avez rien besoin de penser par rapport à votre famille, à vos backups, etc. Ouais, tu fais bien de le mentionner, Kevin, merci, parce que c'est vrai qu'on se perd, et peut-être moi surtout, dans des termes techniques, quand on explique vraiment ce qui se passe sous le capot. Mais en soi, avec quoi les utilisateurs vont interagir, c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, pour l'instant, ce wallet-là est peut-être un petit peu plus avancé, mais le concept en lui-même est à la portée de tout le monde. Vous pouvez créer, n'importe qui peut venir créer son wallet et avoir ses backups et être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Il y a juste à avoir sa clé privée et son descripteur et on pourra recover ses fonds dans tous les cas, n'importe où. Merci beaucoup de le faire simple pour tout le monde. Hein. C'est juste que vous développez, moi j'ai les viewers, je leur dis d'écrire 24 mots sur un bout de papier. Ils reviennent vers moi en disant, bon, j'ai écrit 24 mots sur 3 bouts de papier, puis je les ai coupés en petits morceaux. Malheureusement, la réalité du terrain, c'est qu'ils essaient tous de réinventer leur sécurité. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment leur expliquer, mais c'est des petits enfants. C'est pour ça que je me permets d'insister dans l'éducation, parce que franchement, vous n'êtes pas prêt à voir ce que les gens vont faire de votre enfant. C'est impressionnant. Ils vont faire n'importe quoi. Ouais, Heureusement, ça va être simple. J'ai vu ça à Bitcoin Lyon aussi, effectivement. Mais bon, ça pourrait être toute une autre discussion et je vais pas take over le podcast. Mais ouais, l'UX, et peut-être que tu vois, maintenant qu'on a des time locks par coin, en fait, peut-être que l'UX du wallet, ça sera aussi plus par coin, là où tous les wallets avant, c'était par transaction. Mais bref, voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir invités, les gars. Il n'y a pas de quoi, grand plaisir. J'aurais une petite dernière question peut-être. Est-ce que c'est possible dans le descriptor de indiquer à un autre wallet comment gérer le change? Lui dire par exemple, bah, utilise le même script pour le change ou pas? J'imagine par exemple utiliser Liana pour faire le setup et puis après importer l'output descriptor sur Sparrow par exemple pour pouvoir pour la vie de tous les jours, quoi, parce que c'est le wallet. Est-ce que c'est possible de faire un truc comme ça ou alors on est forcément cantonné à Liana, vu que c'est lui qui sait enfin, mettre le script dans le change. Non, je pense que Sparrow, étant donné leur ligne de développement, bah tiens, tu vois, tu mentionnais on parlait tout à l'heure des wallets qui supportent les output descriptors. Bah, Sparrow les supporte. Ça m'étonnerait pas qu'ils supportent tous les output descriptors très vite. Donc en soi, que tu puisses créer un wallet avec Liana, l'utiliser sur Liana, si l'UX te convient pas, bah tu switches à Sparrow et tu fais des transactions avec Sparrow et le jour où tu recover, tu le réimportes sur Liana et tu utilises la fonction de recovery sur Liana parce que ça te guide. Sinon, sur Sparrow, il faudrait que tu le fasses à la main, que tu choisisses depuis quel
chemin de dépense tu veux utiliser. Mais c'est pas trop sorcier non plus. Non, vraiment, la compatibilité des descriptors, elle est pas que pour importer ou recover. Elle est complète, c'est-à-dire qu'on pourra prendre un descripteur d'un wallet, le mettre sur un autre, et voilà. Ok, nickel, merci. Et donc, ouais, en fait, ce descripteur, ce qu'il fait, c'est que bah, il explique à ton wallet, enfin à ton software, à ton logiciel, qu'est-ce que c'est que ce wallet. Donc, forcément, tu vois, tu parlais du change. Forcément, ton change, ce sera le même, tu vois, ce sera généré à partir du descripteur aussi, automatiquement. T'as pas besoin d'expliquer à ton wallet ça. C'est un peu comme quand tu importes ta mnémonique aujourd'hui, bah, ton wallet, il va générer les adresses de change à partir de cette mnémonique. Bon, bah, tu imagines maintenant que le descripteur va un petit peu remplacer ça euh, et en gros expliquer à ton wallet comment générer les adresses de change, etc. Et ça veut aussi dire que donc ces adresses de change, etc., ont tous le même time lock. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois que vous faites une transaction réfléchir. Alors ce sera quoi le time lock, c'est qui les adresses d'héritage, etc. Non, pas du tout. Tout ça c'est automatique. Donc vous faites des transactions absolument normales avec votre wallet. C'est voilà de Bitcoin normal, mais c'est juste que toutes les adresses de change et toutes les adresses de réception ne vont pas être juste sur votre mnémonique, ça va être directement sur le script du descriptor, donc va être automatiquement avec les time locks, automatiquement avec les adresses d'héritage, etc. Vous n'avez rien besoin de penser, c'est juste à setup la première fois quand vous générez ce descriptor, et ensuite vous faites ce que vous voulez avec, vous l'importez dans d'autres wallets, enfin ça marchera, quoi, pas de souci. Ok, bah c'est super ça. Parfait. Comme ça, même pour vous, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin forcément de développer toute feature avancée. Toutes les wallets ont déjà voire un setup et après l'utilisateur avancé peut. Ok, Ouais, super. malheureusement, on peut pas bloquer l'utilisateur dans la toilette et commencer à insérer des petites anti-features où il est obligé de payer pour continuer à utiliser. Ouais, ouais, c'est Voilà, ça. c'est Et j'ai une dommage, question. dommage. Oui, et tiens, d'ailleurs, juste pour Ouais. corriger ce que j'ai dit, n'importe quel wallet qui supportera les outputs descripteurs complètement pourra le faire, mais je ne sais pas si Sparrow supporte tous les outputs descripteurs, y compris ceux avec Miniscript. Peut-être que c'est le cas, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, du moment qu'il le fera, et ben, ça sera utilisable avec Sparrow. Oui, et Il me du coup, semble pour l'instant ouais, que pardon. Sparrow, il t'affiche effectivement un output descriptor, mais effectivement, tu peux pas le rentrer toi-même manuellement. Donc, manifestement, c'est juste qu'il te montre l'output descriptor, mais il supporte pas tous les outputs descriptors pour le moment, je pense. Il te laisse importer les output descriptors de Core, donc ça fonctionnerait, mais en effet, il n'y a pas Miniscript pour l'instant, à ce que j'en sais. Ouais, du coup, je disais, et je disais, enfin, Loïc demandait si c'était possible d'utiliser Liana que en hot, seulement, forcément de hardware wallet. Next release, c'est une des features, je pense, qui va être le plus demandé. Et on va le faire avec la release de fin janvier, avec le multisig, en même temps que le multisig. Parfait. Nickel. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Antoine et Kevin, hein, c'est super. Hâte de pouvoir le tester et de faire des tutos là-dessus pour tout le monde. Top. Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, c'est très sympathique. Et surtout qu'on prévient toujours un jour ou 2 jours avant maximum. On est très organisé. Donc merci pour avoir accepté à la dernière minute. Et du coup, là, ça a duré déjà pas mal de temps. Je pense qu'on peut faire l'impasse sur le troisième sujet, les en vrac, et puis on verra ça une autre fois. Si... Ouais, je suis d'accord. Bah, dans tous les cas, hein, même si on les fait Sauf... pas, hein, il y avait quoi? Il y avait Luc qui s'est fait hacker. Bon, bah, faites pas comme Luc, utilisez des solutions qui marchent. Ou alors sinon, c'est des bateaux d'accident et bah, organisez-vous mieux. Et il y avait quoi d'autre comme news? Ah On si, oui, il avait... y avait LastPass. Et vous avez dû Ah oui, aussi l'espace, visiter si. LastPass, mais surtout changer tous vos mots de passe, utiliser LastPass et visiblement autre chose. Et c'est important parce que du coup, moi, dans une formation, je parle de l'espace en mode tuto facile pour vraiment les mamans papa. Euh, donc, par rapport à Découvre Bitcoin, on va retirer la vidéo de l'espace et on va remplacer par Bitwarden. Et on va faire une vidéo qui explique c'est quoi un gestionnaire de mot de passe et qu'est-ce que vous devez regarder quand vous essayez de choisir votre gestionnaire de mot de passe. Parce qu'on peut comprendre qu'il y en a qui veulent pas changer de l'espace ou de Dashlane vers des autres solutions. Donc, on essaiera d'expliquer les trade-offs. C'est comme ça qu'on va l'aborder sur la chaîne. Et désolé si bah, vous saviez pas ce que vous faisiez et vous avez utilisé l'espace parce que je vous ai dit d'utiliser l'espace. Voilà, Don't Trust Verify, je vous l'ai dit au début, bah, ça s'applique pour tout le temps. Donc me faites pas confiance. Faites confiance à des experts en sécurité. C'est pas moi, c'est vous. Enfin, c'est d'autres personnes ici. Tout simplement. On avait quoi d'autre comme news, Lounès donc Luc Dash, on a dit, l'espace. Je, Moi, je je, pense. je sais on voulait aussi parler de l'héritage par rapport à Swan et Spectre, mais ça, t'avais l'air plus au courant que moi. Non, c'était plus pour dire que c'était une trend générale sur 2023 et que l'héritage allait être assez important. Non, la dernière chose, c'était qu'il y avait, et pour clôturer, il y a une conférence qui est en train de se préparer en Bretagne, la Bitcoin Economics Forum.
C'est une super conférence organisée par des bitcoiners passionnés. Donc, il fallait que je vous dise la date que j'ai oubliée. Du Euh, 19 au 21 mai. voilà, donc notez cette date et venez en Bretagne. C'est un peu comme une conf des Açores. Ce sera 100, 150 personnes sur 80 hectares au beau milieu de la Bretagne. Bonne bouffe, musique, Bon, workshop. si tu considères Le Mans comme la Bretagne. Ouais, il faut vendre du rêve, Younes, il faut vendre du rêve des fois. Et voilà, donc notez la date et on vous en reparlera parce que bah, on aime bien la team qui l'organise. C'est cool, c'est une conférence pour les plebs, pour les bitcoiners. Sur ce, Lounès, tu veux que je conclue ou je te laisse conclure pour YouTube et tout le reste? Oh, vas-y, si c'est le prochain. Bon, bah écoutez, très bonne année 2023 tout le monde. Un gros space pour débuter l'année, donc ça c'est cool. Merci Antoine, merci Kevin, merci John pour Noster, merci à vous tous d'être restés. On se retrouve pour le prochain Space Cake si tu veux donner la date Lounès, et sinon semaine prochaine pour le prochain entonnoir. Niveau Académie, on est en train de terminer Bitcoin 205, donc solution non KYC. Et après on verra ce qu'on fait. On improvise pas mal chez les Bitcoins. Mais dans les tuyaux, il y a sécurité 101 pour essayer de remettre à jour la sécurité des mamans-papas quand même. On a finance 101 pour leur expliquer que le fiat c'est mal. Crypto 301 mélange Coldcard Sparrow. Et on a Bitcoin 202 sur qu'est-ce que c'est GitHub et comment changer le protocole Bitcoin. Bon, ça vous fait une petite roadmap pour les 4 prochains mois ou 5 prochains mois de vidéos qui va sortir sur la chaîne. Blog, on continue avec des posts Lightning et techniques. Vous voulez mettre des posts, vous pouvez. Et entonnoir, on continue tous les premiers mercredis du mois. Lounès, vas-y. Sinon, moi, je vous fais des bisous. Likez, abonnez. Salut! Ouais, du coup, pour le Space Cake, ça sera sûrement ce mardi, si je me trompe pas, Panta et Segui. Et dans les semaines qui suivent, on a aussi un Space Cake prévu avec Kevin sur Miniscript. Et d'ailleurs, Antoine, bah, t'es carrément le bienvenu. Où là, on ira vraiment plus en profondeur sur Miniscript, de la technique, la cryptographie, enfin, tout ce que vous voulez, sur Miniscript. Et voilà, de toute façon, on vous tient au courant, c'est toujours sur mon compte, le mercredi à 21h, 21h30. Et si c'est pas le Attends, mercredi, t'as c'est dit le mardi mardi. ou le jeudi. T'as dit mardi, là. Ça C'est- dépend des semaines, mais globalement, c'est le mercredi. Cette semaine, c'est mardi. Ok. Et lundi, 19h, on fait un live pour le jeu de société Bitcoin. Si des gens veulent venir. Généralement, on est 2 ou 3. Donc, si vraiment vous avez envie de vous taper un live où on décide des règles d'un jeu de société, venez. Mais franchement, on sait qu'on va être 2 ou 3. Donc, c'est juste pour prévenir. Bah, globalement, c'est Roxy et moi en vision. Et une personne qui me regarde. Mais n'hésitez pas à passer demain à 19h sur le tweet. Ok. Allez, tu peux couper. Salut tout le monde. Au revoir. Merci de nous avoir reçus sur le podcast. À plus. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Bisous. Putain, c'est la seule phrase que t'as dit? J'ai dit bonjour au début. Bisous, Fanny. Bisous, Manu. Bisous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!